Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, donc ça va être une vidéo hors série. Ouais. Et aujourd'hui le sujet ça va être, on va dire, Marvel, Sony et Spidey. Ouais. Donc l'histoire des deux studios avec le personnage, comment tout ça s'est passé, comment ça s'est déroulé et comment on en est arrivé au point dans lequel on est aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc avec par exemple Spider-Man qui fait partie du MCU. qui fait partie du MCU et qui est dans Avengers Infinity War en ce moment. Et Sony qui va sortir Venom en octobre. Et à côté Sony qui veut faire un Spideyverse sans Spidey. Voilà. Comment on en est arrivé là? Donc on va retracer le temps. C'est une sorte de frise chronologique. Donc commençons dès le début. Donc du coup, comment tout ça a commencé? Bah forcément ça a commencé à la fin des années 90. Donc on va dire 1998. Donc il y a Sony Pictures donc qui... Enfin, il y a Marvel plutôt qui a revendu donc certaines licences parce que Marvel était proche de la faillite. C'était une catastrophe d'un point de vue financier. C'était le bordel, quoi. Exactement. Au point où Michael Jackson allait racheter les trucs. Exactement. Il voulait racheter le truc, il voulait jouer le rôle de Spider-Man au cinéma même. Exactement. Donc Paul Mutter, du coup, donc, qui était le boss de Marvel à l'époque, avait décidé de revendre plein de licences pour adapter des personnages au ciné, et justement Sony du coup ils ont été intéressés. Et on a même appris il n'y a pas si longtemps de ça, grâce au livre The Big Picture, The Fight for the Future of Movies, donc que Sony aurait pu racheter l'intégralité des licences Marvel, toutes les licences Marvel, l'intégralité du catalogue aurait pu appartenir à Sony. Ça, c'est quelque chose qui aurait complètement changé l'histoire, qui aurait changé le déroulement de tout. Ça aurait changé le game. Et en plus de ça, Perlmutter était prêt à tout leur revendre pour 25 millions de dollars. 25 millions. À cette heure-ci, c'est des broutilles. Ah, c'est des broutilles. Quand tu vois qu'à cette heure-ci, le Marvel Studios fait des milliards avec son univers partagé, tu te dis 25 millions. Et il n'aurait jamais fait la proposition s'il avait conscience de ce qui allait arriver dans le futur. Voilà. Mais de toute façon, personne n'aurait fait tout. Tu vois, je pense que des deux côtés, ils n'auraient pas fait ce genre de décision s'ils savaient ce qui allait se passer dans le futur. Tu vois. Ils n'auraient jamais revendu Spider-Man. Ils l'auraient jamais revendu s'ils savaient. Ah, ça c'est clair et net. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc du coup, mais le truc c'est que le boss de Sony n'était pas du tout intéressé par les autres personnages de Marvel. Il a dit les autres personnages de Marvel, tout le monde s'en fout. Voilà, à l'époque il avait pas tort non plus. Oui, il avait pas tort. Faut pas se mentir non plus. Il avait pas tort, et puis il pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Voilà, donc, mais à l'époque c'était pas un mauvais choix non plus. Si c'était pas intéressé par le reste, tu prends le plus intéressant. Donc du coup il a dit, il faut qu'on négocie pour Spider-Man, qu'on ait Spider-Man. Et du coup, il a racheté la licence Spider-Man, je crois, pour un peu moins... je crois 20 millions de dollars. Quelque chose comme ça. Pour 5 millions de plus, il avait tout le reste du catalogue. Donc, au final, vu comme ça, tu te dis, pour 5 millions de plus, tu prends le reste aussi, quoi. Ouais, mais non, parce qu'il comme tu dis, il n'était pas intéressé, puis on ne peut pas lui en vouloir. Mais bon, il s'est dit, qu'est-ce qu'on va dépenser 5 millions? 5 millions, c'est pas rien quand même. Ouais, 5 millions, c'est 5 millions. Ah, mais 5 millions, c'est... Parce que là, tu as racheté Spider-Man de 20 millions à lui tout seul. Tu vois. Il reste 5 millions, et t'as je sais pas combien de personnages en plus. D'accord, mais bon, il s'est pas intéressé. Après, voilà, il avait pas de tort non plus. Tu vois. Ça lui a fait une économie de 100 millions. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. 5 millions qu'il a dû remettre ailleurs, voilà. Donc en tout cas c'est comme ça que tout s'est passé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Spider-Man est du côté et la licence Spider-Man appartient à Sony. Voilà, Marvel est toujours propriétaire évidemment de Spider-Man, mais la licence est louée en gros par Sony depuis donc la fin des années 90, donc 98-99. Et c'est aussi l'année, donc 1998, où Amy Pascal, donc qu'on connaît aujourd'hui pour tous ces frasques, pour tous ces couacs, toutes ces couacs pendant la promo d'Homecoming ou même les emails qu'on leakait, mais bon, ça on y reviendra du coup plus tard. Les récentes révélations croustillantes. Exactement, et puis donc elle est aussi responsable de tout ce qui
pratiquement tout ce qui s'est passé avec Spider-Man du côté de chez Sony. Parce que donc elle a été présidente elle a été présidente de chez Sony de Columbia Pictures donc pendant des années. Et encore aujourd'hui, elle est productrice, productrice exécutive importante pour la licence Spider-Man. Par des gros films Sony qui sortent. Voilà, donc tout ça a commencé en 1998 pour elle. Ensuite, on arrive de 2002 à 2007. Donc de 2002 à 2007, qu'est-ce qui s'est passé ? Sam Raimi, donc la première saga Spider-Man de Sony. Donc ça s'est enclenché plutôt vite. 98, ils ont racheté la licence. 2002, le film sort, alors qu'il était censé sortir en 2001, je crois. C'est ça. Au début, je crois que c'était James Cameron qui devait adapter le film. Il y avait beaucoup d'idées différentes avec... C'était qui ? DiCaprio devait être Peter Parker. Bon, au final, c'est Sam Raimi et Tobey Maguire qui ont été choisis. Donc voilà, donc le premier film est sorti en 2002, le dernier en 2007. Et puis, évidemment, ça a rapporté des centaines de millions de dollars au studio. La saga de Sam Raimi, ça a été un énorme succès critique et financier. Ouais, et puis en plus, ça a influencé le game aussi. Exactement, ça a été... Spider-Man, quand il est arrivé dans le game, putain, ça a tout niqué. Quoi. Exactement. Tout le monde voulait sa part du gâteau avec ses produits Marvel. Quoi. Après, évidemment, Spider-Man 3 n'a pas du tout reçu le même accueil critique. Ça a été extrêmement mitigé, voire négatif. Voilà. Et par contre, ça reste le plus rentable des Spider-Man. Quoi. Exactement. Après, c'est ce qui a... Spider-Man 3 reste quand même le film qui a mis un terme à la saga. Quoi. Voilà, les critiques ont été vraiment négatives. La relation avec Sam Raimi, je dirais, c'est pas détérioré, mais... si, elle se détérioré à partir du moment où il voulait lui imposer Venom dans le film. Quoi. Ouais, disons que lui, il était pas chaud. Quoi. Disons que, ils ont imposé des choses à Sam Raimi qui ne lui ont pas plu, on va dire, qu'il avait pas envie de faire. Ouais. Donc ça s'est ressenti dans le film. Donc au final, il est parti, et puis le cast l'a suivi, on va dire, en quelque sorte. Bon. C'est comme ça que ça s'est passé. Et aussi, en 2007, c'est aussi l'année où Kevin Feige, qu'on connaît aussi comme étant le président de Marvel Studios aujourd'hui, président, et puis on peut même dire aussi showrunner, du Marvel Cinematic Universe. On peut aussi rajouter Senior Sith. C'est l'année où il est devenu donc le président de Marvel Studios. Après avoir participé à différents projets, à la production de plusieurs projets Marvel, chez d'autres studios aussi. Du côté de Sony, la Fox. Et du côté de la Fox, Et puis, il n'y a pas que ça, je crois. Il a participé à plein de films. Peut-être Universal avec Hulk, non ? Il me semble, Il me semble, de Ang Lee, il était là. C'est pour ça. C'est vrai, il était producteur exécutif sur le Hulk d'Ang Lee, Donc voilà, c'est l'année en 2007 où il a été choisi pour être le président de Marvel Studios. Parce qu'en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il a... C'était pas encore Marvel Studios à ce moment-là. Si, parce qu'il commençait à créer Marvel Studios. Ça commençait. En 2007, c'est là que Marvel Studios... Mais c'était pas encore le tampon, c'était pas encore le tampon dans le film, quoi. C'était pas encore crédité comme Marvel Studios dans les films. Non, ça ne l'était pas. Ouais. Mais bon, c'était quand même les studios de Marvel. C'était l'initiative de Marvel qui voulait commencer à créer des films, parce que comme forcément ils ont vu qu'il y avait une activité autour des films de super-héros à côté, ils se sont dit, nous qui sommes Marvel, il faut peut-être qu'on se mette... Surtout qu'ils avaient déjà fait des petits films de merde à l'ancienne. Voilà. Donc ils ont dit, là il faut peut-être qu'on se lance dans le blockbuster, vraiment, voilà. Et donc, ils ont mis Kevin Feige à la tête, donc pour ses connaissances sur l'univers Marvel et ses connaissances aussi en termes de production sur tous les autres projets Marvel qu'il a fait. Ce qui, évidemment, est le début d'une grande histoire dont il n'avait pas conscience à l'époque. La grande ère qu'on connaît maintenant. Exactement. Et donc, du coup, ça nous mène en 2008. Donc, en 2008, Marvel Studios qui débute son univers partagé avec le premier Iron Man. Donc, c'est ça. Donc, 2007... création de Marvel Studios, 2008, sortie d'Iron Man. Donc, évidemment, Iron Man qui a été un succès critique comme financier. Il a changé le game aussi, tu vois. Exactement, ça a été renouvelé le game. Ça a été un game changer. Voilà, parce qu'à ce moment-là,
niveau des films de super-héros, ils commençaient à partir en couille, tu vois. À côté, il y avait quand même... Enfin, à côté... Pas du côté de Marvel, mais de l'autre côté, Warner, il y avait surtout les films de Nolan qui étaient là pour relever la barre du niveau... voilà, du niveau des films super-héroïques, mais sinon, chez Marvel, ça partait en couille, quoi. Il n'y avait plus rien d'intéressant à ce moment-là. Donc, heureusement qu'Iron Man est arrivé. Exactement. Donc voilà, donc comme on a dit, c'était vraiment les tout débuts de Marvel Studios. Hein. Donc Marvel Studios en était encore à devoir confier la distribution de ses films à d'autres studios. Ouais. Genre par exemple, tous les films étaient, à part Hulk. L'incroyable Hulk était distribué par Universal. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ils ont toujours les droits de distribution de Hulk. C'est pour ça qu'il n'y a toujours pas de film solo, quoi. Exactement, parce que Disney n'a pas envie que ce soit voilà, donc c'est pour ça qu'ils s'en foutent, ils le mettent dans les films Avengers ou dans les crossovers, voilà, comme ça on ne se fait pas chier. Et par contre, c'était Paramount qui distribuait les autres films. Donc tous les autres films, que ce soit Thor, Captain America, The First Avenger et les Iron Man, tous ces films-là ont été distribués par Paramount. Donc tout ça jusqu'au rachat de Marvel par Disney en 2012. Ouais. En 2012, voilà, donc Marvel a été racheté par Disney. Disney a dit non, niet, maintenant c'est nous qui allons distribuer les films. On n'a pas besoin de Paramount ou d'Universal pour distribuer les films. On est Disney. On est les boss du game, même à l'époque. Ils ont toujours été des boss du game, donc qu'est-ce que je raconte? Ouais, à l'époque quand même moins. Ouais, à l'époque quand même moins. Parce qu'eux aussi ils étaient en difficulté financière et c'est pour ça qu'ils ont eu... Ouais, c'est quand ils ont commencé à rajouter, absorber, j'allais dire, à rajouter les autres. Ils ont commencé à absorber le reste à côté, là c'est vraiment devenu... Exactement. Le putain de Majin Buu qu'on a, quoi. C'est ça, exactement. Donc là, du coup, a commencé le partnership entre Marvel Studios et Disney. Ensuite, on passe du coup à l'année 2012. Donc en 2012, Marvel Studios sort The Avengers. Donc le premier The Avengers. Donc produit par Marvel Studios et du coup distribué par Disney. Donc là, évidemment, encore un game changer. Non, là, ils enculent le game. Là, ils ont je veux le dire comme ça, parce que là, c'est vraiment le truc qui a tout changé. C'est à partir de là que tout le monde, il a voulu faire son propre truc, parce que tout le monde avant voulait faire son petit super-héros. Voilà. À partir du moment où ils ont validé leur truc, là, leur projet, tous les films avant avec Avengers, c'est là où tout le monde a dit, cette histoire d'univers partagé, là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous là? Chacun a regardé dans ses fichiers. Là, ne serait-ce que financièrement parlant, forcément, les studios sont intéressés. Voilà. Parce que c'est en gros essayer de... Comment dire? Faire en sorte que les spectateurs s'investissent dans un univers qui va se développer un peu comme une série. Et du coup, forcément, ça donne plus d'argent. Voilà. Donc forcément, les studios sont intéressés par ça. Quand tu vois combien le film a rapporté, évidemment qu'ils étaient tous intéressés par la suite. Voilà. Et après, évidemment... Voilà, beaucoup ont voulu reproduire le truc, mais beaucoup se sont cassés les dents. Voilà, et je parle pas forcément que de Warner, il y a plein d'autres exemples. Voilà, le truc de l'univers de monstres. Oui, Dark Universe. Dark Universe et compagnie. Tu vois. Tous les autres qui veulent forcer des trucs, même Sony avec leur idée de crossover 21 Jump Street et Men in Black. Quitte à faire un crossover chez Sony, il fallait forcer Men in Black et Ghostbusters au moins. Ouais. Et 21 Jump Street, je sais pas. Donc voilà, donc évidemment The Avengers a été un énorme succès. Donc c'est le comic book movie qui a eu le plus de succès de toute façon encore aujourd'hui. Pour l'instant encore. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, on verra. Peut-être à quelques jours de... J'aurais plutôt quelques semaines. Oui, quelques semaines, mais bon, je dis en jour. Ouais. Donc voilà, il a rapporté 1,52 milliard de dollars. Donc évidemment, c'est extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Et c'est ça qui a vraiment marqué le règne, j'ai envie de dire, de Marvel Studios. Ouais, et à partir de là... Voilà, et puis voilà, tout a changé à partir de là. Et de leur côté, Sony Pictures, en 2012, ils ont rebooté la franchise Spider-Man et ont sorti The Amazing Spider-Man. Premier du nom. Exactement, donc réalisé par Mark Webb. Ouais. Et avec Andrew Garfield dans le rôle. Avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Donc le film a été un succès commercial et un succès relativement
et un succès critique relativement positif, donc commercialement parlant, voilà, bon, il a rapporté 757 millions de dollars. Je crois que c'était le reboot le plus rentable en plus. Exactement. Plus rentable que Batman Begins par exemple. Exactement. Donc évidemment ça a été quand même un succès pour Sony. Ouais. Ah, c'était pas assuré qu'ils y arrivent après ouais, parce que c'était très tôt après le reste, quoi. Voilà, bah que 5 ans. Ouais. C'était que 5 ans, donc du coup, voilà, Sony, ils étaient pas sûrs que les gens suivent. Mais les gens ont quand même pas mal suivi. Ouais. Donc au final, bon, ils ont été satisfaits des chiffres et du coup, ils se sont autorisés à aller plus loin. Forcément, ils se sont dit, bon, bah, on va faire une suite. Voilà, évidemment. Et à partir de là, donc avec Avengers d'un côté et The Amazing Spider-Man de l'autre, en 2012, du coup 2012-2013, c'est aussi la période, enfin 2012 du coup, c'est aussi la période où Kevin Feige a commencé à se rapprocher de Sony, a commencé à faire des avances auprès de Sony et auprès d'Amy Pascal du coup. Ouais, qui était... Exactement, pour lui dire bon, Amy, moi de mon côté j'ai mon Avengers. Voilà, ça marche plutôt pas mal chez nous. Qui a reparté à $1,5 milliard de dollars. Voilà. Vous avez votre team The Amazing Spider-Man qui au final est... qui marche plutôt pas mal. Qui au final va sortir et tout. Donc pourquoi ne pas se rapprocher? Et il y avait même carrément une initiative, c'est que Sony, Marvel a voulu faire apparaître la Tour Oscorp dans The Avengers. Ouais. Il y avait eu cette rumeur confirmée, ça a été confirmé. Voilà, l'initiative a été dans ce sens-là, et puis même de l'autre côté, il commençait à être chaud pour faire des petits easter eggs, Stark Industries. Exactement. Dans Amazing Spider-Man, quoi. Oui, voilà, exactement. Voilà, mais bon, ça s'est pas fait pour la Tour Oscorp, parce que apparemment, ils étaient en période de pré-prod de The Amazing Spider-Man. Et ils n'avaient pas encore terminé ils n'avaient pas encore terminé de finaliser la Tour Oscorp au moment où The Avengers est sorti. Ouais. Donc du coup, ça s'est pas fait. Voilà, bon, puis à mon avis, je dirais autre chose aussi, c'est que je pense que Sony n'était pas encore totalement chaud pour vraiment lier les deux univers et tout ça. Ça a demandé un peu plus de temps et un peu plus de conditions. Voilà. Et donc du coup, après, on passe à l'année 2014. Donc en 2014, là, en 2014, il y a déjà eu plusieurs films qui étaient sortis. Donc après Avengers, il y a eu Iron Man 3. Iron Man 3, Thor 2, Captain America The Winter Soldier et les Gardiens de la Galaxie, il me semble. Ouais, c'est ça. Et là, à partir de là, Marvel Studios s'était confirmé qu'ils étaient les rois du pétrole, voilà, les rois du game. C'était vraiment... Parce que déjà, ils avaient amassé un autre milliard avec Iron Man 3, déjà. Dominant les films de super-héros, mais même dominant Hollywood, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est à partir de là que Marvel Studios s'était lancé, quoi. Et c'est à partir de là que tout le monde commençait à vouloir rejoindre... Voilà. Que des succès commerciaux. Et pratiquement que des succès critiques aussi, mis à part Thor 2. Thor 2, ça a été la petite exception, parce qu'il y a eu des critiques vraiment très mitigées, voire même négatives. Oui, parce que ce film était flingué, à juste titre. Thor de Dark World, voilà. C'est la faiblesse. Toujours la palme du pire méchant du MCU. Malekith, je suis d'accord. Je retiens rien de ce mec, quoi. C'est vrai. Voilà, donc Marvel Studios a été clairement en 2014, ils étaient clairement en position de force. Et de leur côté, Sony Pictures, par contre, ils étaient en difficulté financière. Parce que le problème de Sony Pictures, c'est que ils ont énormément de mal à trouver à produire des franchises à succès. Donc sans la saga de Sam Raimi, ça devenait compliqué. Parce que là où la saga de Sam Raimi faisait vraiment des recettes exceptionnelles, la saga The Amazing Spider-Man, beaucoup moins. Et justement, en 2014, c'est là qu'est sorti The Amazing Spider-Man 2. Et The Amazing Spider-Man 2 n'a rapporté que 709 millions de dollars au box-office. Mais c'était pas suffisant pour Sony. Sony s'attendait à beaucoup plus. Oui, parce que ça reste toujours le Spider-Man le moins rentable au final. Donc, surtout que le premier The Amazing Spider-Man a rapporté 757 millions de dollars. Donc ce qui veut dire qu'il en fait moins avec la suite. C'est qu'il y a un problème. Voilà.
c'est là, on sonne l'alerte rouge. Ils ont sonné l'alerte rouge. Surtout qu'ils avaient pour ambition de créer un Spider-Verse autour de The Amazing Spider-Man 2. C'est aussi pour ça que Amazing Spider-Man 2 était pas ouf non plus. C'est parce que tu voyais que dans ce film, ils ont voulu absolument monter leur Spider-Verse avec plusieurs easter eggs à la con. Et en faisant apparaître le symbiote à la fin. Il y avait le symbiote, il me semble, dans un flacon. Ah ouais? Il me semble, hein, genre dans les sous-sols d'Oscorp. Il y avait les il y avait les équipements des Sinister Six, oui. Oui. Ah non. Ou alors ils l'avaient pas mis dans le film. Non, ils l'ont pas mis. Je crois que c'était dans des concept art ou des scènes coupées. Dans les concept art, déjà, ils étaient censés avoir la tête de Harry Osborn. Oui, et il me semble qu'ils avaient prévu d'introduire aussi le symbiote dans ce truc-là. Oh, les forceurs. Il me semble que je me rappelais de ça. Ouais. Ouais, je me rappelle de ça. Oh, les forceurs. Alors du coup, c'était pas apparu dans le film, parce que ça a été coupé, mais ils avaient l'intention de le faire. Mais bon, de toute façon, voilà, depuis le temps qu'ils forcent avec leur Venom, là... Ben oui, voilà, c'est là que tout a commencé, avec Venom et tout ça. Sauf que tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté parce que The Amazing Spider-Man 2 n'a pas eu le succès qu'ils espéraient, donc d'un point de vue financier, ils étaient déçus, et d'un point de vue critique aussi. Voilà, d'un point de vue critique aussi, c'était la merde, et Andrew Garfield... Et Andrew Garfield s'est barré, parce qu'il les a critiqués. Il commence à les critiquer publiquement. Voilà, en gros, il a dit que si The Amazing Spider-Man 2 était pas un succès, c'était à cause d'eux. Oui, il avait raison. Donc du coup ils ont perdu l'acteur principal et du coup c'était la fin de la franchise quoi, forcément. La fin de la franchise de Amazing Spider-Man. Et en plus de ça, encore autre chose qui leur est arrivé dans la gueule, c'est l'entreprise qui a été victime d'un leak. Ouais. Donc c'est ça, donc il y a un groupe de hackers, donc les Guardians of Peace. C'était leur nom. Oh, le nom de team de super-héros, tu vois. Oui. The Guardians of Peace. Yes. Ils ont attaqué ils ont attaqué Sony. Ouais. Ils ont attaqué le système informatique de Sony au point où il y a plein de mails qui ont leaké. Et dans ces mails, il y a eu l'avancement donc de l'entente avec Marvel Studios. On a découvert ce genre de truc. On a découvert qu'avec Kevin Feige, ils avaient plus que de simples discussions. Voilà, que là, depuis, ça avait vraiment été plus loin et que il leur a clairement proposé d'intégrer Spider-Man au MCU. Ce qu'ils ont hésité à faire jusqu'à maintenant, mais qu'au final, ils étaient de plus en plus enclins à faire parce que justement, ils étaient en difficulté financière et qu'ils se sont dit, tiens, pourquoi pas en fait. Et en plus de ça, il y a aussi eu un leak de mail d'Amy Pascal, donc la fameuse Amy Pascal qui était donc présidente de Columbia Pictures jusqu'à maintenant, qui ont révélé en gros que c'était une grosse raciste. En gros, à discuter avec un autre producteur de chez Sony. Et en gros, elle a fait une très 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 mauvaise blague sur Obama en disant que parce qu'il était noir, il était probablement fan de Django Unchained et de The Butler. Un film sur un noir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que c'est que l'autre producteur, je sais plus comment il s'appelle, lui a dit à ton avis quel genre de film le président Obama. Et elle a dit, il doit aimer Django Unchained et The Butler. Tout sous-entendu parce qu'il est noir. Donc ça a été une tollée pas possible pour Sony et puis pour Amy Pascal, surtout en particulier. Oui, surtout pour elle, oui. Voilà, ça aboutit à son renvoi. Voilà, parce qu'il forcément il pouvait pas la laisser à ce poste-là. Donc Sony a décidé de la dégager. Au point où aujourd'hui c'est plus qu'une simple productrice. Là où avant elle était présidente de Columbia Pictures, donc qui fait partie du groupe Sony et tout ça, elle s'est faite dégager, rétrograder, reléguée au rang de productrice, au rang de simple productrice, enfin simple, pas simple, faut pas dire simple, mais productrice, juste productrice comparée à ce qu'elle était avant. Voilà, exactement. Et puis que Sony ils ont été dos au mur avec tout ce qui s'est passé. Il n'y avait plus tellement de choix quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté le deal avec Marvel Studios. Et donc du coup on arrive à l'année 2015-2016 où Sony accepte donc le deal avec Marvel Studios et accepte donc de rebooter la franchise Spider-Man. Tout ça ils n'avaient pas le choix. Même qu'ils n'auraient pas fait dans tous les cas il fallait rebooter. Voilà. Mais
le succès de leur reboot dépendait du fait que est-ce qu'ils allaient accepter Marvel ou est-ce qu'ils allaient refaire un truc de leur côté. Bah, surtout que tout le monde était conscient qu'il y avait un deal en cours là. Voilà. Donc si ça se faisait pas... Mais en plus, c'était déjà dans le délire où tout le monde voulait que Spider-Man rejoigne les autres Avengers, parce que c'est bon, les gens en avaient marre de voir Spider-Man tout seul. Quoi. Ouais. Surtout si c'était pour faire les mêmes choses à chaque fois. Donc du coup... Et ça tombait bien, vu qu'à ce moment-là, Marvel, ils commençaient à préparer leur Civil War. Quoi. Exactement. Exactement. Donc du coup... Civil War en réponse à BVS. Exactement. Au départ, c'était pas du tout ça le concept de Captain America 3. Serpent Society. Voilà, c'est ça. Donc on est loin du délire de base. Quoi. C'est ça. Donc du coup, ils ont accepté le deal. Donc ils ont prévu un deal qui allait arranger les deux parties forcément. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que, de ce qu'on sait, c'est que Marvel Studios a... comment dire c'est eux qui prennent les décisions créatives sur les films solo. Ils font ce qu'ils veulent avec Spider-Man. Enfin, Sony a son mot à dire. Sony a son mot à dire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, machin tout, parce que c'est quand même toujours eux qui ont la licence Spider-Man. Voilà, parce que c'est quand même eux qui avaient une charte à respecter pour le personnage de Spider-Man aussi. Oui, mais ça, du coup, ça avait été instauré dès le début, dès 98. Ouais, mais bon, c'était un truc qu'il fallait quand même respecter. Quoi. Il y en a qui étaient encore dans le délire. Parce que je me rappelle, à l'époque de discussion, mais ils ont qu'à faire un Peter Parker noir, nanana. Quand tu voyais la charte, non, c'était strict. Il y avait pas de déviance, non, c'était strict. C'était même dit que Spider-Man devait être puceau. Voilà. Oui. Donc, fallait puceau jusqu'à ses 17 ans. Voilà, donc fallait pas s'écarter du machin. Il n'a pas le droit de fumer, il n'a pas le droit de se droguer ou quoi que ce soit. Ou de boire de l'alcool aussi. Ouais. Non. Parce que, en gros, faut qu'il reste le bon, tu vois, le symbole, quoi. Tu vois, c'est... Le personnage vendeur pour les enfants. Voilà, faut dire ce qui est, c'est ça, voilà. Donc, il y a pas moyen. Le personnage respectable. Il n'y a pas moyen de lui faire des trucs bizarres. Voilà. Puis, de toute façon, surtout quand tu le rajeunis de toute façon, qui lui demande ça. Voilà, surtout quand tu le rajeunis comme ça, parce qu'autant les autres avant, ils étaient plus vieux, donc ces chartes-là, ça s'appliquait pas complètement non plus. Oui. Parce que le Spider-Man d'Andrew, lui, il a trempé le biscuit, et puis je suppose que celui de Toby aussi. Donc, oui. Parce qu'il était plus vieux. Après, ça a été montré pour aucun des deux, mais... Non, mais c'est bon, ça se voit, ça se sent. Mais bon, au bout d'un moment, de toute façon, dans la franchise, ils étaient majeurs. Ouais, c'est ce que je dis, ils étaient déjà plus vieux, donc ça s'appliquait pas à ces personnages. Alors Peter avait plus de 18 ans chacun, au bout d'un moment. Voilà, de toute façon, fallait pas prendre les gens pour des cons non plus. Et voilà. Avec les acteurs de 30 ans, là... Voilà. Et donc Spidey, qui à partir de là a été interprété par Tom Holland, a fait sa première apparition dans Captain America Civil War, donc en 2016. Donc voilà, donc le personnage a été introduit comme ça. Il a été très très bien accueilli par les fans, ne serait-ce qu'avec le trailer où il a fait son apparition, le trailer numéro 2, il me semble. Voilà, tout le monde était heureux de voir Spider-Man à la fin du trailer. C'était la folie, c'était le truc qui a cassé Internet à l'époque. Spider-Man même après le visionnage de Spider-Man, tout le monde était là. Et Spider-Man alors, c'était comment ? C'est comment ? Et tout le monde était heureux avec ça. Et donc du coup, Marvel Studios a réussi son coup, tout simplement. Kevin Feige, ça a été un long travail pour convaincre Sony de faire ça. Hein. Ça a commencé des années auparavant. Un long travail... de nombreuses esquives de sandwich, un long processus. Parce qu'Amy Pascal, il a été révélé que lors de la première fois qu'il lui a proposé le deal, apparemment il lui a lancé un sandwich. Alors, est-ce qu'elle lui a lancé un sandwich ? Elle lui a peut-être pas lancé au visage, mais elle a dû le lancer devant lui. Peut-être que c'était le truc de genre, ils ont un meeting, tu vois, sur la longue table, là, tu vois, et puis elle lui balance le truc à l'autre bout de la table, et puis lui, sandwich, il s'est écrasé sur la table, il a glissé jusqu'à devant lui, il a pas eu besoin de l'esquiver. Il y a de la sauce sur toute la table, tu vois. Cette femme est un personnage vraiment antipathique. Antipathique à l'extrême. Il suffit de voir les... Enfin bon, on y vient. On arrive du coup à la suite. Donc en 2017, Spider-Man Homecoming sort.
Donc le film sort en 2017, donc c'est un succès financier retentissant. Ah oui, oui. C'est le deuxième plus rentable des Spider-Man. Exactement, le film fait 880,2 millions de dollars au box-office. Donc pas loin des 900 millions, donc évidemment c'est le jour et la nuit avec The Amazing Spider-Man 2. Sur ce point-là, c'est clairement le jour et la nuit. Et puis le film reçoit aussi un succès critique relativement positif. Donc je dis bien relativement parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Mais à travers le monde, le film a quand même été relativement bien reçu. Et c'est cette année-là aussi, néanmoins, c'est ça, Sony décide de remettre en chantier son Spider-Verse. Donc en 2016, ils ont aussi décidé de remettre en chantier le Spider-Verse qu'ils avaient abandonné. Ouais, parce qu'en 2016, ils y songeaient déjà, parce que là on parle de 2017, mais en 2016, ils commençaient déjà à penser au truc de Venom et tout ça. Bah depuis 2014 même, c'est ça qu'on a dit dans la frise chronologique. Ça a commencé en 2014. Mais en 2016, là on commençait déjà à entendre vraiment parler de leur projet de film Venom. C'était notre première news, donc voilà, ça reste très frais dans notre tête. Voilà. C'est vrai que c'est le premier numéro des news de la semaine. C'est à partir de là qu'on a commencé, parce qu'on était énervés. Oui, remontez le temps, remontez, regardez dans la playlist, remontez. La toute première news, c'était ça, c'était Venom. C'était déjà un pétage de plomb. Ça a commencé là. Et donc du coup, voilà, ils ont décidé de lancer leur Spider-Verse, même si ils ne peuvent pas utiliser Spider-Man. Parce que du coup, ils ont un deal avec Marvel Studios qui les empêche un peu d'utiliser Spider-Man comme ils veulent. Forcément, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le nom Spider-Man vraiment. Ils peuvent pas même prendre le risque d'abîmer le personnage d'une façon ou d'une autre, parce que tu sais pas comment va être reçu le film Venom. Imagine le film Venom, c'est un échec, Spider-Man est dedans. Ça n'arrange ni Sony ni Marvel Studios. Non, ça n'arrange aucun des deux. Voilà. Donc ils peuvent pas vraiment utiliser le personnage de Spider-Man. C'est pour ça que j'ai même des doutes sur le fait que Tom Holland apparaisse vraiment dedans. C'était une rumeur de John Schnepp de Collider et tout ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va vraiment apparaître dedans? J'ai de gros doutes, j'ai de sérieux doutes. Mais donc voilà, mais pour moi... En plus, vu les événements d'Infinity War, je ne sais même pas à quel moment se passe ce film. Donc faut être vigilant dans comment sera exploité le truc. Voilà. C'est-à-dire que je me pose encore la question du pourquoi de ce Spider-Verse. Pourquoi faire? Donc si Spider-Man n'est pas dedans, à quoi ça sert? Un Spider-Verse, je veux bien au cinéma, tu vois, ça peut être intéressant, mais si Spider-Man n'est pas dedans, je vois pas l'intérêt. Tout simplement, tu vois. Je vois pas pourquoi tu appelles ça Spider-Verse si le Spider est pas là. Parce que c'est l'univers de Spider-Man. Ils veulent adapter Venom, ils veulent adapter Silver and Black, ils veulent adapter les Sinister Six, Morbius. Ils ont parlé aussi d'un film Mysterio. Il y avait aussi un truc de je sais plus quel personnage obscur, je me rappelle même plus du nom, qui était censé être produit par j'allais dire Stanley, par Spike Lee. Donc voilà, mais c'est à partir de là qu'ils ont décidé de se lancer là-dedans. Enfin, qu'ils ont confirmé qu'ils voulaient se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, donc en 2018, Spider-Man a un rôle important dans Avengers Infinity War. Voilà, donc qu'on a tous vu pour la plupart. Il y a plus beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu ce film. Tout le monde s'est jeté dessus. Le film en est déjà à plus de 800 millions de dollars au box-office en une semaine. C'est extraordinaire. C'est ridicule, c'est indécent. C'est fou. Voilà. Et Venom, donc le premier film du Spider-Verse de Sony, va sortir en automne 2018, donc en octobre. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire donc du coup de Marvel, Sony et la licence Spider-Man. Donc comment tout s'est articulé, comment tout s'est passé. Donc maintenant notre avis sur tout ça, sur comment ça s'est... sur qu'est-ce qu'on veut pour la suite tout simplement. Qu'est-ce que je veux pour la suite? Qu'ils arrêtent leur connerie de Spider-Verse, tu vois. Tout simplement, c'est ce qu'on vient de dire. Je ne vois pas l'intérêt d'un Spider-Verse sans le Spider. Je ne vois même pas comment ça fonctionne, ce truc. Disons que je vois l'intérêt pour Sony, c'est-à-dire que... oui, évidemment, ça leur fait de l'argent. Exactement, ils veulent se faire de l'argent, et en plus de ça, ils veulent pas être complètement dépendants de ce que fait Marvel Studios. Je veux bien comprendre. C'est-à-dire que s'ils peuvent sortir leur spin-off qu'en fonction
du développement de Spider-Man du côté du MCU. Bah, voilà, c'est compliqué pour eux, je veux bien comprendre. Voilà, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils se détachent un peu de ça. Mais c'est le genre de truc dont on avait discuté dans d'autres news, c'est que si tu veux absolument forcer un truc avec les personnages de Spider-Man dans le Spider-Verse ou je sais pas quoi, tu as d'autres personnages de l'univers, enfin d'autres super-héros de l'univers de Spider-Man, je sais pas, tu fais un film 2099 avec, merde, comment il s'appelle déjà, Miguel O'Hara, tu vois, ou tu peux faire un film Aranya, ça c'était vraiment la bonne idée du truc, mais bon, surtout avec le contexte de maintenant, c'est toi qui Après Spider-Man 2099, est-ce que ça pose pas problème quand même lui aussi? Parce que est-ce que c'est pas... Comme on a dit, c'est compliqué d'utiliser le nom Spider-Man, tu vois. T'appelles le truc 2099. Yeah, mais Spider-Man sera quand même dedans. Mais t'appelles le truc 2099, et en plus tu peux dire que c'est pas... De toute façon, c'est pas vraiment Spider-Man de Peter Parker, tu vois. Oui, mais ça fait quand même 2 Spider-Man différents sur grand écran, tu vois. Donc c'est compliqué. Est-ce que Marvel Studios serait chaud pour ce délire, d'ailleurs, tu vois, aussi. En même temps, je vois pas pourquoi ils seraient pas chauds, parce qu'ils s'en battent les couilles. Enfin, non, je veux dire, ils s'en battent les couilles dans le sens où c'est un personnage qu'ils n'utiliseront pas, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est pas une question après oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que ça fait 2 Spider-Man. Voilà, donc au bout d'un moment, ça fait une pseudo-concurrence bizarre où les gens vont comparer les deux, machin. Non, t'as pas envie de ça. Déjà que le Spider-Man de Tom Holland est déjà tout le temps comparé au Spider-Man de Tobey et d'Andrew. Ouais. Alors si encore en plus, il faut aussi... de moins en moins, là, depuis... Oui, de moins en moins, parce que maintenant les années passent, forcément. Mais si en plus, il faut aussi qu'il se tape une comparaison avec un autre Spider-Man qui est en ce moment, en même temps que lui, sur grand écran. On va avoir le délire Joker de la concurrence. Voilà, exactement. Bon, ok. Je veux bien Aranya, tu vois. Voilà. Aranya, à la limite, c'est moins compliqué. C'est moins compliqué. En plus, tu veux partir dans d'autres délires, tu vois, qui sont pas reliés à Spider-Man, tu vois. Tu peux introduire... comment il s'appelle déjà l'autre là, Ezekiel, tu vois. Lui, son concept, il est trop what the fuck pour l'univers Spider-Man, tu vois. Je veux pas de lui. Mais pour Aranya, ouais, pour Aranya, je veux bien, tu vois. Parce qu'elle, dans son délire aussi, la magie... Après, maintenant, le truc, c'est que est-ce que Sony croit en un projet comme ça? Bah non, parce que... Parce qu'il se réfère aussi aux ventes dans les comics, au succès du personnage, tu vois, il se réfère aussi à ce genre de truc. Ouais, mais Aranya, c'est déjà plus intéressant que Silver Sable. Parce que le truc, c'est que Sony, c'est pas... Ouais, après, c'est vrai ce que tu dis. Parce que je veux bien que tu me parles de Black Cat, ok, c'est pseudo Catwoman, tu vois. En plus, il y a moyen de faire mieux que Catwoman au cinéma, même, tu vois, avec Black Cat. Mais Silver Sable, c'est random as fuck, ce truc-là. Ouais. C'est naze. Bah, c'est pour ça que moi, en fait, ce que je me dis, c'est que je pense qu'à terme, ils ont l'intention de récupérer Spider-Man. Parce que, enfin, je vois pas l'intérêt. Enfin, même si on me dit qu'ils trouvent leurs intérêts dans le deal avec Marvel Studios, et que Marvel Studios trouve aussi ses intérêts, que chacun trouve son argent, eux, ils touchent l'intégralité des recettes sur les films solo, et Marvel Studios touche l'intégralité des recettes des produits dérivés. Le truc est calculé comme ça et tout, ok. Mais n'empêche que on me fera pas croire que si le Spider-Verse est un succès, ce que j'ai vraiment de gros doutes là-dessus, que Venom, Silver and Black, Sinister Six, que tout ça fonctionne, j'ai énormément Venom, je peux éventuellement y croire, mais le reste, je mets pas une piécette dessus. Mais même Venom, j'ai du mal à croire que Venom, ce sera un film qui atteindra les 800 millions de dollars au box-office. J'ai pas dit que ça fera 800 millions de dollars, tu vois. Au moins que ça peut avoir du succès. Le reste, j'y crois pas un seul instant. Ouais, voilà. Silver Sable, déjà, le nom est plus la merde, il n'évoque rien du tout. Tu vois. Alors ensuite, il t'enchaîne avec un film Sinister Six, les mecs ils s'assemblent pour faire quoi, tu vois. Affronter quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est parce que peut-être qu'ils se disent, si notre Spider-Verse fonctionne et que le public nous donne une chance par rapport à cet univers-là, bah, peut-être que ce jour-là, on récupérera Spider-Man, qu'on dira à Sony, par exemple à la fin du deuxième... On dira à Marvel. À Marvel plutôt, à la fin du deuxième renouvellement de contrat, par exemple, bah cette fois-ci, non, on renouvelle pas, quoi. C'est-à-dire, par exemple, ils renouvellent après Homecoming 2, mais genre, mettons 4 ans plus tard, à la fin du nouveau contrat qu'ils auront fait, bah cette fois-ci, ils renouvelleront pas, tu vois, par exemple. Et ils diront, bon, bah on récupère Spider-Man et on le remet dans notre Spider-Verse. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Absolument pas. Je refuse. Je pose mon objection. Voilà, donc du coup, clairement, clairement, c'est une des raisons qui font que leur Spider-Verse ne m'intéresse pas une seule seconde et que j'ai pas l'intention d'aller voir leur film. Je suis cohérent tout simplement avec mes positions. Ah oui, tout simplement, je ne prendrai pas le risque que Spider-Man retourne avec eux. Non, je veux pas
accorder un centime pour ces projets, tu vois. Il y a d'une, les projets ne m'intéressent pas, tu vois. De deux, si le projet il marche, ça va foutre la merde, et ça j'ai pas envie, tu vois. Voilà. Donc on va... Autant ça aurait été un projet plus intéressant, genre Arania, tu vois. Sur le papier, à chaque fois je retiens l'idée, parce que sur le papier c'est tellement excellent, ça peut tellement marcher ce truc que voilà, tu vois. Sur le papier, j'aurais toujours pas donné mes sous. Éventuellement j'aurais dit, si ça marche, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas, allez. Voilà, et puis de toute façon, il pourrait toujours faire un truc avec ce personnage-là. Là, genre, c'est bon, on fait toujours des sauts avec Spider-Man, avec l'association avec Marvel Studios, mais on peut forcer notre petite araignée à côté qui n'aura aucune conséquence sur le reste. Alors que Venom, non, ça me casse le cul. Ça me casse le cul. Venom, il est là, putain, je veux le voir avec Spider-Man. Venom, il est là, il existe pour Spider-Man. Tu vois, son look, c'est Spider-man. Tu vois. En plus, j'ai vu des photos montage, là, des mecs qui ont amélioré le look de Venom. Tu l'as vu, ça? Je me suis dit, mais putain, tu vois, autant quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, oh, ça va, il est pas trop dégueulasse. Autant maintenant, quand je vois les photos, les fan-made, je me dis, mais c'est vrai qu'il est claqué, en fait. Il y a des mecs qui ont passé même pas quelques minutes à refaire le Venom avec leur propre logiciel, et déjà 10 fois mieux que ce qu'on a au ciné. Ouais, enfin bon, ça, après... bon, voilà. Pareil. C'est déjà pareil. Donc c'est pour ça que moi, voilà, mon opinion sur le sujet, c'est ça. C'est que moi, en tout cas, je suis satisfait de ce que Marvel Studios a fait avec Spider-Man jusqu'à maintenant. Même si Homecoming, j'aime beaucoup le film. Mais j'ai quand même quelques problèmes. Voilà. Surtout quand je le recompare avec ce que font les frères Rousseau avec le personnage. Exactement. Je me dis que, il y a des critiques qui étaient justifiées. Et que j'avoue que voilà, il y a des trucs qu'il va pas falloir répéter avec Spider-Man dans la suite, quoi. Ouais, dans la suite. Voilà. Spider-Man utilisé par les frères Rousseau, ok. Spider-Man utilisé par John Watts dans Homecoming, ok, mais avec un peu plus de réserve quand même. Voilà, il y a des trucs qu'il va falloir supprimer. Absolument. Et il y a des trucs qu'il va falloir garder des frères Rousseau. Exactement. Pas de bullshit. Donc voilà, donc du coup c'était notre vidéo HS sur Sony, Marvel et Spidey, en espérant que ça vous ait plu. Et voilà, c'est toujours sympa de faire un peu de hors-série comme ça régulièrement. Exactement. Tirer un peu du moule, faire des trucs. Exactement, parler de sujets en particulier. Voilà. Surtout des conversations qui reviennent souvent aussi. Exactement. Donc au prochain HS. Voilà. Tchuss.